Ben, donc, marhaba bikoum une deuxième fois dans le deuxième module de l'IRM intitulé IRM pas à pas. Au cours de, au cours de cette séance, on va voir ces objectifs-là, mais je pense pas qu'on pourra les traiter tous. Peut-être on va voir l'écho de spin et la pondération de l'image. Si vous voulez, j'active la vidéo. Oui, c'est bon, on a C'est bon. l'affichage. Ben. Oui, عندكم l'affichage وعندكم البلان ولا oui, ça va. voilà. Présentation. Ben. Ok. Donc, donc on va voir l'écho de spin et la pondération de l'image. Un petit rappel sur la séance la faite. Donc on a dit que on a des protons qui sont en train de tourner. Ils tournent avec la fréquence de leur mort. Une fois que le patient est introduit dans le tunnel, ils vont s'aligner selon l'axe de B0, donc la même direction que B0, avec deux sens opposés, des spins up qui ont le même sens que le B0, c'est ce qu'on appelle les spins parallèles, et des spins qui sont dirigés de l'autre côté, à 180 degrés, c'est ce qu'on appelle les spins down ou les spins antiparallèles. Donc ces spins sont en train de tourner avec les fréquences de leur mort. Quand on émet une onde radiofréquence, ils vont entrer en résonance et ils vont basculer. Donc leur aimantation va basculer, donc comme ça. Donc il est en train de tourner. Le fait d'émettre l'onde RF, ça entraîne une disparition d'un vecteur vers ce qu'on appelle la disparition de l'aimantation longitudinale et une apparition d'une aimantation transversale qui est schématisée sous forme d'un vecteur jaune. Et bien sûr, ça c'est après une impulsion 90 degrés. Après une impulsion 180 degrés, bien sûr, on n'aura pas une disparition de l'aimantation longitudinale, mais au contraire, on aura une diminution jusqu'à une inversion et avoir une aimantation longitudinale d'amplitude moins max. Après l'arrêt de l'onde RF, c'est le retour à l'état d'équilibre, donc qui se fait progressivement avec une augmentation progressive du vecteur vert de l'aimantation longitudinale et une disparition de l'aimantation transversale, le vecteur jaune. Pour mesurer cette vitesse de disparition et éventuellement cette vitesse d'apparition de vecteur vert, qui est caractéristique d'un tissu, la disparition plus ou moins rapide, elle est plus ou moins rapide selon la nature du tissu. Il y a des tissus où le vecteur jaune disparaît très lentement, ce qu'on appelle des tissus qui ont un T2 qui est lent, et il y a des tissus dont le vecteur jaune disparaît très rapidement, ce qu'on appelle des tissus AT2 qui est court. Et c'est ce qui entraîne le contraste sur notre image. Donc pour mesurer cette vitesse de disparition, on va mettre une bobine, qui est un filament de cuivre, placé dans le plan transversal pour ne pas être gêné par le B0, et donc on ne peut pas ni voir le B0 ni le vecteur vert, et on ne peut mesurer que le vecteur jaune qui est en train de tourner et qui est en train de tourner et de disparaître, ce qui entraîne l'apparition d'une décroissance exponentielle pondérée en T2, mais à cause de l'hétérogénéité qui entoure donc, de tout le corps, l'hétérogénéité de B0, ça entraîne une accélération de cette disparition de l'aimantation. Donc le vecteur jaune, au lieu de disparaître dans 2 secondes, il va disparaître dans 1,5 secondes, dans 0,5 secondes, dans 0,7 secondes. C'est très variable selon l'hétérogénéité du champ magnétique dans le tunnel. Comment se débarrasser de cette composante étoile, qui est une composante néfaste pour l'image, et ça fausse éventuellement l'interprétation des images. Donc, comment aller de la vraie vie, donc le T2 étoile, pour avoir un T2 pur.
pour mieux comprendre, on va prendre un exemple de deux coureurs, un coureur bleu et un coureur jaune, qui vont commencer une course de 400 mètres. Donc, ils vont faire le tour de piste. Et le point de départ, c'est le milieu du terrain. Et imaginez, à l'instant t égale 0, le juge donc lance le coup de sifflet de départ et chacun part avec sa propre vitesse. Un coureur sportif qui va courir rapidement et l'autre beaucoup moins rapidement. Donc, à l'instant t égale 0, les deux coureurs étaient en face. Après le premier coup de sifflet, chacun part avec sa propre vitesse et ils vont se déphaser. Donc, vous voyez ici, les deux coureurs sont déphasés. Imaginez que c'était un faux départ et le juge, il va leur demander de rebrousser chemin donc, pour revenir au point de départ. Qu'est-ce qui va se passer? Chacun va retourner avec sa propre vitesse et donc, après le même intervalle de temps entre le premier coup de sifflet et la déclaration du faux de départ, ils vont revenir à la même position. Donc la vitesse de l'aller et du retour est la même pour le coureur, que ce soit rapide ou bien lent, et par conséquent, ils vont revenir au même point de départ, au même moment. Imaginez cette fois-ci qu'on est dans un stade un peu imaginaire. On va commencer la compétition au même moment, avec le premier coup de sifflet. Chacun part avec sa propre vitesse, mais au lieu de rebrousser chemin, ils vont retourner comme par magie avec une symétrie axiale. C'est-à-dire, celui-là, il était ici, il vient ici. Celui-là qui était ici, il vient ici. Et ils vont retourner au point de départ. Comme si rien n'était, donc ils vont revenir au même point de départ au même moment. Donc ils vont se remettre en phase au même moment. Donc si on considère ces deux coureurs comme des spins, qu'est-ce qu'on va avoir? À l'instant t égale à 0, ils étaient en phase, donc on aura beaucoup de signal. Donc ici, vous voyez, premier coup de sifflet, on a beaucoup de signal, et puis ils vont se déphaser petit à petit. Avec le deuxième coup de sifflet, c'est le retour au point de départ. Qu'est-ce qui va se passer? On aura une remise en phase de ces coureurs pour arriver à un maximum après le double de cet intervalle de temps entre le premier coup de sifflet, le deuxième coup de sifflet. L'intervalle de temps, si on va le multiplier par 2, on va trouver que les coureurs reviennent en phase de nouveau. Le même pour les protons. Imaginez que juste au moment de l'arrêt de l'impulsion RF, on a dit que les protons sont toujours en phase. Puisqu'ils sont en phase, juste au moment de l'arrêt de l'impulsion 90, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de se déphaser. Ils vont se déphaser. Vous voyez ici, chacun se déphase avec sa propre vitesse. Donc celui-là, il est en avance de phase par rapport à celui-là, qui est en retard par rapport à celui-là. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le vecteur jaune, il va diminuer d'amplitude assez rapidement. Vous voyez, donc, à cet instant-là, imaginez, voilà, là, vous voyez que les protons sont très déphasés à cause de l'absence de l'impulsion 90 degrés. Imaginez qu'à ce moment-là, on va émettre une autre impulsion, 180 degrés cette fois-ci. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va, c'est comme le deuxième coup de sifflet, donc on aura une symétrie axiale par rapport à ce plan axial. Celui-là qui était en avance de phase, il va revenir ici. Celui-là qui était en retard de phase, il devient ici. Et celui-là qui était ici, il devient ici. Donc vous voyez, avec l'impulsion 90, vous voyez, comme si elle a inversé. Celui qui était en avance, il devient le dernier. Et celui qui était le dernier, il devient en premier. Donc, par la suite, ils vont continuer leur parcours comme si rien n'était, mais chacun avec sa propre vitesse. Celui-là qui était en avance de phase, il est devenu le dernier,
Mais puisqu'il est rapide, il va arriver au même moment que les autres protons qui étaient en retard de phase. Donc vous voyez, chacun continue le parcours avec sa propre vitesse et hop, vous voyez, ils sont de nouveau en phase. Donc ils sont en phase à cause de quoi? À cause de l'impulsion 180 degrés. Donc sans l'impulsion 180 degrés, on aura un déphasage rapide des spins et ils ne vont jamais se remettre en phase. Le fait d'inverser par une impulsion 180 degrés, donc les protons vont revenir de nouveau en phase. Donc, si, excusez-moi, je reviens alors. Voilà, donc ils vont se déphaser par l'impulsion 180 degrés. Qu'est-ce qui va se passer? Il y aura une repousse progressive de l'aimantation transversale, et puis ils vont se déphaser de nouveau. Donc, sans l'impulsion 180 degrés, on n'aura pas de repousse et d'une remise en phase de ces différentes aimantations. Donc, la différence entre l'analogie des coureurs et des protons, voyez, entre les coureurs, à la position de départ, ils reviennent à la même position d'arrivée, donc il n'y a pas de diminution d'amplitude, alors que pour les protons, ils commencent avec une amplitude qui est assez élevée, mais au moment de revenir en phase de nouveau, comme si les protons sont un peu fatigués, donc l'amplitude diminue. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que cette décroissance, on l'a vu tout à l'heure, hier plutôt, c'était le FID, c'est le Free Induction Decay, c'est la décroissance en précession libre. Elle est pondérée en T2 étoile, on a dit elle est en T2 étoile, on aimerait bien l'avoir en T2, mais puisqu'on ne peut pas avoir un champ qui est parfaitement homogène, il y a toujours cette composante étoile. Donc normalement, le T2 il est comme ça, le T2 étoile il est beaucoup plus rapide, la décroissance elle se fait beaucoup plus rapidement. À cause de l'impulsion, ou grâce à l'impulsion 180 degrés, on a une repousse un peu pour arriver à un pic, puis on a une autre décroissance. Cette décroissance ici, c'est une décroissance en T2 étoile. Donc vous voyez, T2 étoile, ici T2 étoile. Alors, comment on peut obtenir le T2 pur? Eh bien, c'est très simple. Le T2 pur, c'est ça. C'est la décroissance entre ce pic et ce pic. Donc, une exponentielle décroissante qui passe par ce pic-là et ce pic-là, elle est pondérée en T2. Donc, vous voyez, on a pu se débarrasser de cette composante étoile et on a pu avoir le T2 pur grâce à une impulsion 180 degrés. L'intervalle entre l'arrêt de l'impulsion 90 et l'apparition de l'écho, c'est ce qu'on appelle le temps d'écho. Donc ça, c'est le temps d'écho. Temps d'écho sur 2, temps d'écho sur 2, ils sont séparés par quoi? Par l'impulsion 180 degrés. Donc vous voyez, sur notre appareil d'IRM, bien sûr, on peut régler le temps d'écho. Mais on ne règle pas l'intervalle de temps entre 90 et 180 degrés. Donc on met un TE à 90, la machine, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va émettre à l'instant T égale à 0 une impulsion 90 degrés. Après 45 millisecondes, elle va émettre une impulsion 180 degrés. Et elle est sûre qu'après 45 millisecondes, elle aura l'apparition de l'écho. Parce que l'écho, elle apparaît grâce à l'impulsion 180 degrés. C'est clair, voilà? Oui, c'est clair. Voilà. On avance. Donc, bien sûr, avec l'IRM, on ne fait pas l'acquisition une seule fois. On aimerait bien, avec une impulsion 90 et 180, on aura l'image. Mais c'est impossible. Vous savez tous que la séquence d'IRM elle est lente. Donc l'acquisition, elle dure entre 2 et 3 minutes, même plus, et parfois un peu moins. Pourquoi? Parce qu'on refait ça plusieurs fois. Donc on a une impulsion 90,
180, on aura l'écho, et puis on refait 90, 180, et on aura l'écho. Donc vous voyez, le temps d'écho, c'est le temps qui sépare une impulsion 90 d'une impulsion 180 degrés. Entre cette impulsion 90 et cette impulsion 90, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir ce qu'on appelle le temps de répétition. Donc le temps de répétition, c'est l'intervalle entre l'impulsion 90 et la deuxième impulsion 90 qui la suit. Donc, au cours d'un TR, on a un temps d'écho et on a la lecture de signal au moment de l'apparition de l'écho. Donc l'écho ici, c'est quoi? C'est les informations qu'on a vues tout à l'heure. On va exploiter les informations. Donc la décroissance, la vitesse de décroissance des vecteurs jaunes, elle est mesurée à cet intervalle-là. Donc la bobine qu'on a vue tout à l'heure, elle est activée ici. Donc pour mesurer le signal ici. Ok? Donc là, c'est la lecture du signal. Puis, on refait une deuxième fois une impulsion 90, une impulsion 180 degrés et la lecture du signal au moment du temps d'écho. Puis, après l'intervalle de temps qu'on appelle TR, on fait une deuxième, une troisième acquisition, une quatrième et ainsi de suite. Donc, vous voyez ici, là, ce qu'on a vu hier, mais là, on a mis les deux courbes sur la même échelle. Donc, vous voyez, une courbe exponentielle croissante, c'est le vecteur vert qui augmente, et le vecteur jaune qui disparaît. Vous voyez, sur la même échelle de temps, on a le T1, il est beaucoup plus lent que le T2. Donc, pour un tissu, de façon générale, le T1, il est plus lent que le T2. Le T2, c'est aux alentours de quelques dizaines de millisecondes, alors que le T1, c'est des centaines de millisecondes. Donc, vous voyez, ce sont deux courbes exponentielles, décroissantes et croissantes, mais ils ne sont pas opposées. Si c'était opposé, ça serait beaucoup plus simple. Dans le sens, on fait le T1, et par la suite, on inverse l'image, et on aura le T2. Et c'est ce qu'on a expliqué hier, et on a dit que le T1 et le T2 sont deux propriétés physiques d'un tissu qui sont complètement indépendantes. Et dès qu'à l'échelle, le T1 et le T2 ne sont pas opposés. Les deux sont exponentielles, une croissante et une décroissante, mais ils ne sont pas opposés. Si c'était opposé, on a une symétrie et on aura une seule acquisition. Ce n'est pas la peine de faire du T1 et du T2. Ok? Donc sur la même échelle, vous voyez, l'ordre de grandeur n'est pas du tout le même. Et le T1, il est plus lent que le T2. Et ça, c'est très important pour comprendre le contraste par la suite. Imaginez au cours du premier temps de répétition, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une repousse de l'aimantation longitudinale et une disparition de l'aimantation transversale avec le TR et le temps d'écho. Un deuxième temps de répétition et on aura le même truc. Dans un but pédagogique et pour comprendre, ça ne se passe pas comme ça en réalité, mais juste pour comprendre par la suite le contraste, on va essayer de supprimer cette première décroissance T2 et la deuxième croissance T1. Et on aura une courbe comme ça, avec une zone d'ascension exponentielle croissante verte qui correspond au TR. Vous allez mieux comprendre par la suite dans les slides qui suivent, et une décroissance T2 qui correspond au temps d'écho. On va voir et on va faire l'analogie d'une montagne avec deux flancs, un flanc en pente de 12 qui correspond au T1 et un flanc avec une pente raide qui correspond au T2. Donc vous voyez, le T1 c'est la montée et le T2 c'est la descente d'une montagne. Donc le TR, c'est essentiellement la montée, et le temps d'écho, il correspond surtout au T2, donc il pondère plutôt en T2, et le TR, il pondère plutôt en T1. Comment on peut pondérer? Eh bien, on va prendre une analogie de l'LCR et la substance blanche. Imaginez que l'LCR et la substance blanche sont deux coureurs. L'LCR a un T1 qui est lent, c'est une propriété, on ne peut pas le changer. Et la substance blanche a un T1 qui est court, c'est une propriété également. Imaginez qu'ils vont faire une compétition, une montée
donc une escalade d'une montagne, donc du flanc vers le sommet. Donc, on veut pondérer en T1. Le T1, on a dit tout à l'heure que ça correspond à la montée. Ok? Donc, la repousse, c'est une exponentielle croissante. Et le contraste sur une image T1, c'est la différence d'amplitude au moment de la montée. Donc ici, à cet instant-là, il n'y a pas de différence d'amplitude. Les deux coureurs sont au même niveau. Au même niveau, donc on n'a pas de contraste du tout. S'ils montent les deux au sommet, on aura, tout est blanc, on n'aura pas de contraste. Donc qu'est-ce qu'il faut voir? Il faut avoir une image au moment de la montée. Chacun, il monte avec sa propre vitesse. L'LCR, il a un T1 long, donc il est paresseux, donc il monte doucement. Alors que la substance blanche a un T1 qui est court, donc elle monte rapidement, c'est un sportif. Ok? Donc, imaginez que la substance blanche, il lui faut 5 minutes pour qu'elle arrive au sommet. Alors que l'LCR, il lui faut 20 minutes. Donc, à quel moment il faut faire l'image? Ça correspond au TR. Il faut choisir un TR qui est inférieur à 20 minutes. Si on choisit un TR qui est supérieur à 20 minutes, on va avoir l'LCR au sommet et la substance blanche au sommet. Donc, on n'aura pas de contraste. Donc, il faut choisir un TR qui est relativement court pour avoir un contraste. Vous voyez, avec un TR court, on aura un contraste entre la substance blanche qui a un T1 court, qui monte rapidement, et l'LCR qui monte doucement. Cette différence d'amplitude, c'est ce qui fait le contraste sur une image T1. Donc, pour avoir un contraste en T1, il faut un TR court. Si on choisit un TR long, tous les tissus vont être au sommet et on aura du blanc. Du blanc, pourquoi? Parce qu'ils sont exposés au soleil. Donc, ils vont être en hypersignal. Alors que les tissus qui restent en bas seront en hyposignal. Donc, choisir un TR court permet de pondérer en T1, donc avoir une différence d'amplitude entre les différents tissus. Malheureusement, pour un problème technique, l'idéal, c'est d'avoir une image à cet instant-là. Mais imaginez que le juge, c'est lui le photographe. Donc, il va siffler le premier coup de sifflet pour commencer la compétition. Par la suite, c'est le deuxième coup de sifflet. Il va lancer le deuxième coup de sifflet pour arrêter la compétition, pour les prendre en photo. Il faut les prendre en photo pour avoir le contraste. Mais malheureusement, il ne peut pas prendre en photo et faire le deuxième coup de sifflet. Donc, qu'est-ce qu'il est obligé de faire? Il est obligé de prendre son appareil photo, faire la mise au point et puis déclencher pour prendre la photo. Entre-temps, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont reculer un tout petit peu. Ok? Donc, ils vont reculer. La recul, c'est quoi? C'est le temps d'écoute. Donc, il faut minimiser au maximum le temps d'écoute. Donc, deuxième coup de sifflet et puis hop, prendre l'image rapidement. Rapidement, avec un temps d'écho qui est égal à 0, c'est impossible. Donc, il y aura toujours un petit recul. Vous voyez, il y a un petit recul, mais le recul, on va dire qu'il est un peu négligeable. On va le négliger. OK? Donc, l'image qu'on va prendre, c'est à cet instant-là. Donc, on va voir qu'est-ce qui se passe sur le plan repousse de l'aimantation. Donc, vous voyez, là, c'est les courbes de la substance blanche et de l'LCR, le T1 et le T2. Pour cette phase, on s'en fiche. On va s'intéresser essentiellement à cette phase. Voyez le maximum de contraste entre les deux tissus, il est où? Eh bien, c'est ça, le maximum de contraste. Donc, il vaut mieux siffler le deuxième coup de sifflet, ici, et prendre en photo les deux coureurs à ce niveau-là. Il ne faut pas les prendre ici, sinon on n'aura plus de contraste. On aura tout est blanc, ici tout est noir, ici tout est blanc, et ici le maximum de contraste avec la substance blanche est blanche, et l'LCR, puisqu'il est en bas, il est moins exposé au soleil, il va être en gris. Donc, vous voyez, la repousse, elle se fait comme ça, chacun avec son propre T1, et hop, on va les prendre ici. On peut les prendre ici, hein, mais là, on a pris
les deux protons à ce moment-là. Donc ça, c'est le TR, un TR court, un TR long. On aura les protons ici et on n'aura pas de signal on n'aura pas de différence de contraste, c'est pas le signal. Hein. Donc là, on a ce contraste-là. Malheureusement, on ne peut pas le prendre instantanément, donc il y aura un petit recul. Voilà ce qui correspond au temps d'écho. Donc il faut un temps d'écho le minimum possible. Donc un TR court et un temps d'écho très très court. Le contraste, il est où? Eh bien c'est ça. Ça, le contraste. Idéalement, ça doit être ça, mais vous voyez, c'est à peu près le même contraste. Donc, on va dire qu'on a une image qui est pondérée en T1. Sur le plan image, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, on a tout d'abord notre image qui est complètement noire. Il n'y a pas de signal du tout. Tous les protons sont au niveau du valet, donc ils ne sont pas exposés au soleil. Commence le parcours, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le contraste, il s'améliore petit à petit. On arrête le parcours ici. Il y a un petit recul qui ne change pas grand-chose sur le plan contraste de l'image. Et par la suite, ce tissu-là, il est en haut. Il a un T1 qui est court, donc il monte rapidement. Il est exposé au soleil. Il va être en hypersignal sur notre image. L'LCR, il a un T1 qui est lent. Il est paresseux. Il monte petit à petit. Il est moins exposé au soleil. Et il sera en hyposignal sur notre image. Donc, vous voyez, c'est comme ça qu'on obtient un contraste T1 sur notre image. Comment pondérer en T2? En T2, donc là, on va prendre les mêmes tissus, qui est l'LCR et la substance blanche. Le parcours, il commence toujours ici. Le T2, c'est quoi? C'est la descente. C'est la différence d'amplitude au moment de la descente. OK? Mais puisque le parcours commence toujours ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les faire remonter jusqu'au sommet, puis commencer la vraie compétition. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les faire remonter. Donc, premier coup de sifflet, chacun remonte avec sa propre vitesse. La substance blanche, il lui faut 5 minutes. L'LCR, il lui faut 20 minutes. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut attendre au moins 20 minutes. Au moins 20 minutes. Pourquoi? Si on n'attend pas 20 minutes, qu'est-ce qui va se passer? La substance blanche, elle sera ici. Et l'LCR, il sera ici. Et par la suite, on commence la descente. Ça serait une descente, une compétition qui n'est pas équitable. Dans le sens où l'LCR, il est toujours là, alors que la substance blanche, elle est là. Donc, pour pondérer en T2, il faut faire remonter tous les tissus en haut. Donc, il faut un TR qui est très, très lent. Il est plus lent que le T1 des tissus les plus paresseux. Donc, vous voyez, on attend beaucoup. On a tous les tissus au sommet. Par la suite, on peut commencer notre compétition. Et ça va être une compétition qui est équitable. OK? Donc, un TR lent, premier coup de sifflet. On attend beaucoup. On va avoir tous les tissus au sommet. Par la suite, le deuxième coup de sifflet pour lancer la descente. Lancer la descente. Et par la suite, on va laisser un peu de temps pour les coureurs pour qu'ils descendent, pour avoir suffisamment de contraste. Parce que vous voyez ici, il n'y a pas de contraste. Donc, on n'aura pas suffisamment de contraste. Donc, il faut un temps d'écho qui est lent. Donc, premier coup de sifflet, deuxième coup de sifflet, un intervalle de temps qui est très long, qui correspond au TR. Et puis, deuxième coup de sifflet et prise d'une photo, le juge, il aura le temps de prendre son appareil photo et prendre l'image donc des différents coureurs dans différentes amplitudes. Donc, on a un TE qui est lent. Donc, chacun descend avec son propre T2. La substance blanche a un T2 qui est court. Donc, elle descend rapidement. Puisqu'elle descend rapidement, elle sera moins exposée au soleil et elle sera en hyposignal sur notre séquence T2. Alors que l'LCR, puisqu'il a un T2 qui est lent, il descend lentement et il sera beaucoup plus exposé au soleil et il sera en hypersignal. Donc, à ce moment-là, après un intervalle de temps qui est assez lent, on prend les coureurs en photo et voilà, qu'est-ce qu'on va obtenir? Donc, premier coup de sifflet, chacun monte avec son propre T1. Par la suite, il arrive tous au sommet. On n'aura pas de contraste du tout. Tous les tissus sont au sommet. Par la suite, deuxième coup de sifflet.
et la prise d'une photo à ce moment-là. Donc, vous voyez, le contraste obtenu, c'est ça. Donc, le contraste ici, c'est un contraste direct. On a le contraste voulu sur la séquence directement, contrairement à la séquence T1. Si vous vous rappelez, on a fait une approximation. On a dit que le contraste, je vous montre rapidement, voilà. Donc, le contraste obtenu en T1, il est à peu près égal à ce contraste. Donc, le contraste idéal en T1, c'est ça. Mais on ne peut pas l'obtenir pour un problème technique. Il ne peut pas faire le deuxième coup de sifflet et les prendre en image directement. Et dès qu'il y a une approximation, alors que sur le T2, il n'y a pas d'approximation. Le contraste qu'on obtient, c'est ça. Donc, sur le plan image, qu'est-ce qui va se passer? Donc là, un TR lent, donc repousse, on passe par le T1, et puis tout est écrasé en blanc. Par la suite, la descente, et on passe dans le domaine du T2. Le contraste, vous voyez, là, le tissu, qui est la substance blanche, elle a un T2 qui est court, donc elle descend très rapidement, moins exposée au soleil, elle sera en hyposignal. LCR, un T2 qui est lent, il descend lentement, il sera beaucoup plus exposé au soleil et il sera en hypersignal sur notre image. Sur cette analogie, il y a juste une erreur, c'est quoi? C'est que, vous voyez, l'air, puisqu'il ne contient pas de signal, il ne devient jamais blanc. Donc, même sur cette image, tous les tissus sont blancs, sauf l'air et la corticale osseuse qui ne contient pas d'hydrogène, ne donne pas de signal, donc elle ne devrait pas être blanche. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Pour le moment, pas de questions. Oui. Voilà. Comment pondérer en densité protonique? Vous savez, le T1 et le T2, et on a la densité protonique. La densité protonique, c'est un peu plus compliqué à expliquer, mais bon, et en même temps, elle est beaucoup plus simple, dans le sens, si on a compris le T1 et le T2, on peut comprendre la densité protonique facilement. Alors, pour la densité protonique, on va prendre l'analogie de la substance blanche et la substance grise, qui ont une densité protonique qui est élevée. C'est quoi la densité protonique? C'est le nombre de protons par unité de volume. Le nombre de protons par unité de volume dans un tissu. Donc là, dans la densité protonique, on ne dépend pas du T1, ni du vecteur vert, ni du vecteur jaune. On dépend de la charge en protons par unité de volume d'un tissu. Donc pour pondérer en densité protonique, rien de plus simple. Il faut dépondérer en T1, il ne faut pas dépendre en T1, et il ne faut pas dépendre en T2. Comment on ne dépend pas en T1? Le T1, on a dit que c'est la montée. Donc il faut un TR qui est lent. Un TR lent, et comme ça, on aura tous les tissus au sommet. Tous les tissus au sommet, donc il faut un TR qui est lent. Si vous avez remarqué ici, tous les tissus montent, mais ils montent sur des sommets qui sont différents. واحد يطلع le Mont Blanc, واحد l'Everest, واحد le Chambi, واحد une petite colline. Tout dépend de quoi? Tout dépend du nombre de protons par unité de volume. Par exemple, la substance grise, elle contient beaucoup de protons par unité de surface, unité de volume, pardon, par rapport à la substance blanche. Donc elle monte sur une montagne qui est beaucoup plus élevée que la substance blanche. Donc elle sera plus exposée au soleil, donc elle sera en hypersignal par rapport à la substance blanche. Idéalement, on les prend à ce moment-là. Mais pour un problème technique, on a dit qu'il faut obligatoirement le deuxième coup de sifflet. Donc, deuxième coup de sifflet, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont descendre. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Le juge, il va lancer le deuxième coup de sifflet et puis les prendre en image assez rapidement. Donc, assez rapidement pour qu'ils ne descendent pas beaucoup, sinon on va pondérer en T2. Et il les prend en image à ce moment-là. Donc, sur le plan repousse du signal, donc le T1, on s'en fiche, chacun monte, il monte pour arriver au sommet qui dépend de la densité protonique. Donc, cette différence d'altitude, elle dépend de la densité protonique. Puis, une décroissance, voilà, il faut la minimiser au maximum et on obtient ce contraste-là. Donc, ça, c'est le contraste en densité protonique
qu'il y ait une estimation de ce contraste-là, parce on aimerait bien avoir ce contraste-là, mais pour un problème technique, on ne peut pas l'obtenir. Ok? Donc, la densité protonique, il ne faut pas dépendre en T1 et il ne faut pas dépendre en T2. Donc, il faut un TR lent pour que tous les tissus montent pour arriver au sommet. Il faut un TE qui est court, très court, pour ne pas avoir une descente et donc une différence d'amplitude qui est due à la vitesse de la descente. Ok? Donc, en résumé, pour avoir une image en T1, il faut un TR court. Un TR court, différence d'amplitude au moment de la montée, donc il majore le contraste en T1. Un TE court pour diminuer ce recul. On a dû le recul qui est dû à l'intervalle de temps entre le deuxième coup de sifflet et la prise de la photo. Il faut le minimiser. Donc un TR court et un TE très court. Pour pondérer en T2, il faut que tous les tissus montent au sommet. Donc un TR lent et puis un TE qui est lent pour qu'il descende. Il trouve le temps pour qu'il descende et avoir une différence d'amplitude au moment de la descente. Pour pondérer en densité protonique, il ne faut pas dépendre en T1. Le T1, on a dit, c'est le TR. Donc un TR qui est très lent diminue le contraste en T1. Un TE très court diminue le contraste en T2. L'ordre de grandeur du TR et TE sont très différents. Qui me chauffe l'analogie, la montée, ça prend beaucoup de temps par rapport à la descente. La montée, c'est le T1. Le T1, c'est le TR. Un TR court, c'est un TR qui est inférieur à 500 millisecondes. Un TR long, c'est un TR qui est supérieur à 1500 millisecondes. 1500, 2000, 3000, 4000, 10 000 sur la séquence Flair, on utilise un TR à 10 000 millisecondes. Un TR court, inférieur à 500 millisecondes. Entre 500 et 1500, il faut éviter ces valeurs-là. Pourquoi? Parce qu'avec une valeur, par exemple, à 1200 millisecondes, qu'est-ce qui va se passer sur le plan analogie? On aura beaucoup de tissus qui sont en haut, et il y a des tissus qui sont déjà au moment de la montée. Donc, on n'aura pas beaucoup de contraste en T1, et le contraste en T2, il va être faussé. Donc, avec un TR à 1200, on peut avoir une très belle image, hein, une très belle image, mais une image qui est ininterprétable, dans le sens que on ne sait pas le tissu, il est blanc parce qu'il a un T1 qui est court, ou bien il est blanc parce qu'il a un T2 qui est long. Donc il faut éviter ces zones rouges, ou zones grises plutôt. Il faut choisir soit un TR qui est inférieur à 500, ou bien supérieur à 1500. 1500, supérieur à 1500, on est sûr que tous les tissus sont en haut. Inférieur à 500, on est sûr qu'il y a beaucoup de tissus qui sont en haut, d'autres tissus qui sont à mi-chemin et des tissus qui ont commencé à monter. Donc on aura beaucoup de contraste en T1 et là on a beaucoup de contraste en T2 dans le sens on ne dépend plus du T1. Un TE, l'ordre de grandeur c'est quelques dizaines de millisecondes, là c'est des centaines de millisecondes, là c'est des dizaines de millisecondes. نفس الشيء كما في le T1 ou T2 c'est la même chose. On a dit que le T1 il est de quelques centaines de millisecondes, le T2 c'est des dizaines de millisecondes. Un TE court sur une séquence c'est inférieur à 30 millisecondes. Un TE lent généralement il est supérieur à 70 millisecondes et on évite les intermédiaires, on évite au maximum. On peut choisir un TE qui est à 60, mais en pratique on préfère des temps d'écho qui sont catégoriques. Soit on est dans le domaine du TE court, et comme ça va avec le T1, ou bien un TE qui est lent, et ça va plutôt avec le T2, et éventuellement un peu moins court avec la densité protonique. Ok? Là, on parle des séquences spin-écho. Donc tout ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est en rapport avec les séquences spin-écho. Une séquence spin-écho, c'est une séquence qui comporte une impulsion 90 et puis une impulsion 180 degrés. L'apparition de l'écho se fait après le double de l'intervalle entre 90 et 180 millisecondes. Ok? C'est clair ou là? Oui, c'est clair. clair? Mais c'est pas de question. Ben.
Donc, on passe au deuxième chapitre, qui est l'instrumentation. Si vous voulez que je m'arrête, là, vous... Maintenant, si on a le temps, on peut s'arrêter à tout moment. Hein? Ok? Donc, on passe au deuxième chapitre, qui est l'instrumentation en IRM. L'instrumentation en IRM, on va commencer par l'aimant principal, les gradients, l'antenne, et on va finir par les contre-indications, qui est un chapitre très important. Donc, pour l'instrumentation, donc la machine, vous savez tous, la machine IRM avec la table de l'examen, et là, c'est le statif. Le statif, qu'est-ce qu'il contient? Il contient trois éléments importants, qui est l'aimant principal, les bobines de gradient et l'antenne. Donc, vous voyez, ça c'est l'antenne, ça c'est les bobines de gradient et ça c'est l'aimant principal. Et donc, les trois éléments qui constituent un statif de l'IRM. On va commencer par l'aimant principal. L'aimant principal qui forme le B0, le champ magnétique principal. Donc ça, c'est l'aimant principal, vous voyez. C'est quoi? C'est un électroaimant. C'est quoi un électroaimant? Un électroaimant, c'est une bobine de cuivre dans laquelle on fait passer un courant électrique. C'est ce qu'on appelle un électroaimant. Dès qu'on arrête le courant électrique, il n'y a plus d'aimant. Ça, c'est en opposition par rapport à l'aimant permanent. L'aimant permanent, comme t'as les post-it à le frigidaire, c'est un aimant permanent. Tout d'abord, au début, on a utilisé les aimants permanents. Mais le problème des aimants permanents, c'est qu'ils n'offrent qu'un champ qui est très, très limité, 0,1 Tesla, maximum 0,3 Tesla. L'avantage, c'est que ça ne consomme pas de l'électricité. Mais puisqu'on a un aimant qui n'est pas très puissant, on n'a pas suffisamment de signal sur les images. Donc, pour avoir une image, par exemple, une séquence T1 du genou de profil, il faut des heures pour avoir, c'est pas des heures, mais peut-être plusieurs dizaines de minutes pour avoir une séquence avec un signal qui est relativement important. Il est utilisé avec les IRM à champ ouvert. Et depuis, donc on a dit pourquoi pas utiliser des électroaimants. Des électroaimants, une bobine, on fait passer un courant électrique, selon le nombre de spires et tout, c'est un peu compliqué. On va avoir un champ magnétique qui est assez intense. Et comme ça, on a pu obtenir des champs plus élevés, de 0,5, 1 Tesla, 1,5 Tesla et même plus. Donc les aimants utilisés actuellement sur nos machines sont des électroaimants, donc une bobine de cuivre dans laquelle on fait passer un courant électrique avec une intensité et une tension assez élevée pour avoir un champ magnétique qui est très élevé. Sauf que avec les électroaimants, le problème se pose, c'est le problème d'échauffement. Vous savez, une bobine dans laquelle on fait passer un courant électrique, elle va s'échauffer. Donc il faut la refroidir. Pour la refroidir, on va consommer beaucoup d'électricité à cause de la résistance. Une bobine dans laquelle on fait passer un courant électrique, ça se chauffe à cause de la résistance, donc ça consomme beaucoup d'électricité. Et dès on a eu l'idée de refroidir cet électroaimant dans de l'hélium liquide. L'hélium liquide, sa température, elle est proche du zéro absolu, elle est aux alentours de moins 269 degrés Celsius. Quand on s'approche du zéro absolu, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient ce qu'on appelle le phénomène de la supraconductivité. C'est quoi le phénomène de la supraconductivité? La supraconductivité, c'est que quand on refroidit une bobine proche du zéro absolu, il n'y a plus de résistance électrique. Donc le courant électrique, il va passer à l'infini dans la bobine sans avoir de résistance. Donc sur le plan pratique, qu'est-ce qu'on va faire? Ça devient beaucoup plus simple. On plonge la bobine dans l'hélium liquide qui est refroidi. Il faut juste le maintenir à l'état liquide pour avoir une température très basse. Par la suite, on fait passer un courant électrique dans la bobine. Et comme ça, le courant, il va passer rapidement donc, dans la bobine. Par la suite, on débranche la bobine. Qu'est-ce qui va se passer? Le courant, il va circuler à l'infini dans la bobine, sans arrêter, puisqu'il n'y a pas de résistance. La résistance électrique, elle est égale à 0, donc il va tourner à l'infini.
Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir un champ magnétique dans ce tunnel tant que l'hélium il entoure la bobine. Donc, les aimants qu'on utilise actuellement sont des aimants supraconducteurs sous forme d'électroaimants. Donc, c'est un électroaimant refroidi par l'hélium liquide, proche du zéro absolu. Donc, on aura un courant qui passe à l'infini dans cette bobine tant que l'hélium est maintenu à l'état liquide. Avec ces aimants supraconducteurs, on a pu obtenir des IRM à haut champ 1.5, 3 Tesla, 7 Tesla et même plus. Il faut faire attention, la bobine fonctionne en permanence, puisque le courant il passe à l'infini tant qu'elle est refroidie. L'hélium il est toujours là, donc même si on arrête les examens, l'hélium il est toujours là. Donc l'IRM elle fonctionne tout le temps et le champ magnétique il fonctionne même à minuit. Donc il faut faire attention. Et en cas d'accident, par exemple un effet projectile ou n'importe quel accident, pour supprimer ce champ magnétique, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire évaporer l'hélium. L'hélium s'évapore, il s'échappe, s'évapore, donc il y a une augmentation de la température, donc apparition de la résistance électrique, puisque la bobine elle n'est pas alimentée, donc le champ magnétique il va s'arrêter. En cas d'accident, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut appuyer sur un bouton rouge contact, très proche de la console du technicien. Il ne faut pas s'amuser à l'appuyer dessus. Pourquoi? Parce qu'il y aura donc un échappement de l'hélium par les canaux d'évacuation. Donc l'hélium il s'échappe. Donc bien sûr à l'extérieur de la salle. À l'intérieur, ça va entraîner une asphyxie du patient. Ça sera une boîte de nuit. Donc, et il va remplacer l'air ambiant. Donc le patient il ne peut plus respirer l'hélium. En lui-même, il n'est pas toxique. Il n'y a plus d'oxygène puisque l'oxygène il va être évacué à cause de l'apparition de l'hélium dans la salle. Et le patient il va mourir par asphyxie. Donc c'est ce qu'on appelle le quench en cas vraiment d'accident. Donc Inch'Allah, monsieur, ça un accident. Mais retenez que c'est un aimant supraconducteur. Il est permanent, il est toujours là, même si on ne lance pas la séquence, même si on arrête la machine. L'hélium, il est toujours là. Tant que l'hélium est là, l'aimant, il est permanent. Voilà, on va passer aux bobines de gradient. Bobines de gradient. Les bobines de gradient sont situées dans le statif. Il y a 6 bobines, 2 dans chaque direction de l'espace, dans l'axe OZ, dans l'axe OX et dans l'axe OY. Donc ces bobines, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont, comme son nom l'indique, une bobine dans laquelle on fait passer un courant électrique. Une bobine avec un courant électrique, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir un champ magnétique. Donc on va avoir des petits champs magnétiques qui vont s'additionner au champ magnétique principal, le B0. Ça entraîne une variation linéaire du champ magnétique. Et ça permet le codage spatial. Le bruit qu'on entend en IRM lors du lancement de la séquence, c'est dû à la vibration de ces bobines-là. Donc les bobines de gradient, c'est eux qui donnent le son caractéristique de l'IRM. Comment ça fonctionne? Eh bien, c'est très simple. Vous voyez, sur cette animation, ça c'est le champ magnétique principal, le B0. La bobine, ça c'est le B0. La bobine, c'est ça. Vous voyez, on va placer une bobine ici. Une bobine qui fait, par exemple, je dis n'importe quoi, 1 cm d'épaisseur, dans laquelle on fait passer un courant électrique d'une intensité et d'une tension bien déterminée. Qu'est-ce qu'il va entraîner? Il va entraîner un petit champ magnétique. Vous voyez le champ magnétique en vert ici, un petit champ magnétique. Un petit champ magnétique avec le champ magnétique principal, qu'est-ce qu'on va avoir? Ils vont s'additionner. 1 cm après, on va placer une autre bobine dans laquelle on fait passer un courant électrique d'une tension-intensité bien déterminée, mais beaucoup plus élevée que celui-là. Qu'est-ce que ça va entraîner? Un champ magnétique un peu plus élevé. Et ainsi de suite, de l'entrée du tunnel jusqu'à sa sortie.
Donc là, juste pour vous expliquer, j'ai mis une dizaine de bobines, mais en réalité, il y a deux bobines. Deux bobines qui permettent de varier. Mais l'essentiel, c'est quoi? C'est de varier de façon linéaire l'intensité du champ magnétique. Donc vous voyez, le champ magnétique, il est égal à 1,5 Tesla en tout. Il était de 1,5 en tout point. Là, il devient 1,5 plus 0,1, je dis n'importe quoi, ça fait 1,6. Là, 1,5 plus 0,2, ça fait 1,7. Et ainsi de suite, jusqu'à arriver, par exemple, à 2,5 Tesla. Là, c'est juste dans un but pédagogique, mais en réalité, c'est de quelques millitesla par mètre. Quelques millitesla par mètre, la variation de l'intensité du champ magnétique. Vous voyez, donc ça, c'est l'intérêt des bobines de gradient. Donc, c'est de varier de façon linéaire l'intensité du champ magnétique. Donc, au total, qu'est-ce qu'on va avoir? Si on va additionner les verts avec le bleu, on va voir ça. Donc, on va avoir un champ magnétique qui est moins intense à l'entrée du tunnel et très intense à la sortie. De façon linéaire. OK? C'est la même chose dans cette direction-là et dans cette direction-là. Mais dans un but pédagogique, c'est très très simple de l'expliquer dans l'axe OZ. Et il est très très compliqué de l'expliquer ou de l'imaginer dans le plan transversal, à savoir le plan OXY. Voilà, mais retenez que c'est le même principe dans cette direction et dans cette direction. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Oui, pour le moment, il y a une question. Oui. Pourquoi on contrôle le niveau de l'hélium tous les jours? On contrôle, bon, c'est une bonne question, mais d'ordre technique. Bon, avant, sur les anciennes IRM, il y a toujours une fuite d'hélium, donc une perte d'hélium. Une perte d'hélium, il faut recharger donc le statif, l'IRM, par l'hélium, par exemple, tous les 6 mois ou tous les ans. Tout dépend de l'ancienneté de la machine. Avec les nouvelles machines, il y a presque une perte de 0% de l'hélium, mais quand même, parfois, il y a des petites fuites. Donc, il faut contrôler le niveau de l'hélium pour voir est-ce qu'il y a des pertes. S'il y a une perte, il faut contacter le constructeur pour pouvoir recharger. S'il y a une perte très importante, donc le refroidissement ne se fait pas convenablement et donc on aura un problème d'utilisation de la machine. Le quench, l'accident de quench, donc il faut, une fois on a appuyé sur le bouton rouge, la fuite de l'hélium, ça signe que la machine n'est plus utilisable. On ne peut plus utiliser la machine, il faut la recharger par de l'hélium. La recharger par de l'hélium, il faut du temps et surtout, il faut de l'argent. Il faut au moins 60 000 dinars pour recharger la machine en hélium une deuxième fois. Et décalé, il ne faut pas s'amuser à appuyer sur le bouton rouge, le bouton du quench. Comment maintenir l'hélium en état liquide? Le maintenir par frigidaire, c'est la même chose. Donc il faut juste le refroidir par un système de refroidissement, donc une climatisation, donc ce qu'on appelle la pompe de... en fait, c'est un problème de compression. Donc pour diminuer la température, il faut diminuer la pression, et comme ça, on maintient donc l'hélium à l'état liquide. D'accord? Donc le fait que la pression augmente, donc il y aura donc une courbe la pression température c'est une courbe qui est linéaire, donc la pression tant que la pression elle est maintenue très très faible, la température elle diminue et comme ça on a l'hélium à l'état liquide. Un hélium à l'état liquide, il permet de refroidir. c'est un cercle وراه معناتها حاجه تبرد حاجه حتى لوين نوصلوا للستاد نتاع l'hélium liquide. L'hélium liquide, il est très très froid, sa température elle est très proche du zéro absolu et comme ça il permet de refroidir la bobine. En cas d'incident, ça prend combien de temps le fait de réintroduire l'hélium? L'hélium, ça dépend si on est en France, aux États-Unis ou là en Tunisie.
Donc en Tunisie il faut des jours, pour ne pas dire des semaines. Et ça prend surtout beaucoup de sous. Il faut beaucoup de sous. Au moins 60 000 dinars. Est-ce que c'est d'arler ou il donc, il faut éviter de faire introduire des objets métalliques dans la salle d'IRM. Et si vous avez remarqué, salle d'IRM, le champ magnétique il augmente de façon exponentielle. Le champ magnétique il est relativement faible, mais quand on s'approche du tunnel, le champ magnétique devient très intense et il y a un effet projectile et ça va aspirer. Et pourquoi? Parce que les constructeurs généralement sur les périphéries des statifs ils mettent d'autres bobines qui permettent de contrebalancer, qui sont opposées au champ magnétique principal. Avec un champ magnétique principal le nord ou le sud, ils vont mettre des bobines périphériques dans le sens opposé pour contrebalancer l'intensité du champ magnétique. En dehors de la salle, presque il n'y a pas de champ magnétique. À 2 mètres du statif, le champ magnétique il est relativement faible, mais à quelques centimètres, le champ magnétique devient très intense. Et le champ magnétique, il est le plus intense et le plus homogène au centre du tunnel. Donc le centre du tunnel, c'est le centre, c'est là où on fait notre imagerie. Comme l'IRM, c'est un tunnel, mais l'imagerie, elle se fait toujours au centre du tunnel. Elle ne se fait jamais à la périphérie. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de champ homogène et on n'a pas 1,5 Tesla exactement. Le champ, il est le plus homogène, le plus parfait au centre du tunnel. Et dès qu'elle est une IRM du genou, c'est le genou qui entre au milieu du tunnel. Si on fait une IRM cérébrale, c'est la tête qui passe dans le centre du tunnel. Ok? Oui. Une dernière question. Oui. Quel est l'intérêt d'avoir une variation linéaire du champ magnétique? Une variation linéaire du champ magnétique, elle est importante pour faire une imagerie en coupe. Donc sans les gradients, on ne peut pas faire une imagerie en coupe. On va voir ça dans le séminaire G, Inch'Allah, comment appliquer le gradient de sélection de coupe, comment on peut avoir une imagerie en coupe en IRM. Et d'ailleurs, ça serait beaucoup plus clair. Ok? Si, d'accord. Vous pouvez continuer. Voilà. Alors, on passe aux antennes. Donc, chauffe l'aimant principal, électroaimant refroidi presque au zéro absolu. Les bobines de gradient, 6, 2 dans chaque direction de l'espace. Et on a les antennes. Les antennes, comme les antennes, le traitement le patient, l'antenne tête, l'antenne genou, l'antenne torso. Il y a beaucoup d'antennes. Il y a antenne doigt, antenne poignet, antenne épaule, antenne coude. Ça coûte très cher. Et avec Alèche, généralement, du moins en Tunisie, on est limité. On utilise généralement une antenne torso pour le cœur, pour l'abdomen, le pelvis, éventuellement pour les membres inférieurs. Antenne genou, antenne épaule, antenne tête et l'antenne rachis, ces deux sont les plus utilisées. C'est les antennes qu'il faut acheter au moins avec une IRM si on veut faire de la radiologie générale. Donc les antennes sont de deux types. Il y a l'antenne corps entier ou antenne body. Où est l'antenne body? Elle est intégrée dans le statif. Donc on ne le voit pas. Derrière le coque plastique, on va trouver l'antenne body ou l'antenne corps entier. L'antenne corps entier, comme son nom l'indique, ça permet de faire une acquisition de tout le corps. C'est une antenne émettrice-réceptrice. Donc elle émet les ondes RF, les chauffenets, avec l'onde en bleu, et elle reçoit l'onde qui sort du patient. C'est l'onde qui sort du patient. L'onde rouge et le chauffenet séminaire c'est quoi? C'est le FID, c'est la décroissance de l'aimantation transversale. Donc le vecteur jaune, quand il décroît, on va le détecter par cette antenne. Et l'antenne, c'est quoi? C'est une bobine. Ça coûte très cher, mais en fin de compte, c'est un filament de cuivre qui est un peu enroulé, tout simplement. Ok?
Ça coûte des millions, donc des milliers de dinars, des dizaines de milliers de dinars. Ok? Donc l'antenne body ou l'antenne corps entier, elle est émettrice, réceptrice. Donc elle émet et elle reçoit, elle émet et elle reçoit en même temps les signaux qui partent du patient. C'est le FID, c'est la décroissance. LT2 étoile LT2, peu importe, c'est LT2 étoile généralement. On va le détecter par cette bobine. Ok? L'avantage de cette bobine, cette antenne, pardon, c'est quoi? C'est d'avoir une image homogène. Avoir une image homogène. Pourquoi? L'exemple, l'analogie, c'est d'avoir un projecteur. Les موجود في les stades par exemple olympiques, on a des projecteurs qui sont situés très loin du terrain de foot. Donc qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir un terrain de foot qui est éclairé de façon homogène. C'est la même chose, elle est située loin du corps, donc elle émet les ondes de façon homogène et elle reçoit de façon homogène. Donc ça donne une image qui est parfaitement homogène. Alors que l'inconvénient, c'est le rapport signal sur bruit qui est faible. Pourquoi? C'est quoi le rapport signal sur bruit? Le rapport signal sur bruit, elle va écouter le FID, le vecteur de décroissance qui est situé ici dans le corps. Elle est située à, on va dire, à 15 cm. Vous savez tous que l'onde, quand elle part du corps, elle part sous forme d'un sphère. Donc l'atténuation de l'onde, elle se fait avec le carré de la distance, comme les rayons X et comme toutes les ondes électromagnétiques. Donc le fait de capter l'onde ici alors qu'elle part d'ici, on va perdre beaucoup d'intensité de cette onde radio. Et fait l'émission on perd pas. Et bien fait l'émission on perd pas parce que tout simplement en émission on peut augmenter la puissance d'émission. Donc on peut émettre une onde RF assez puissante pour qu'elle arrive dans le corps. Mais le corps, quand il réfléchit, entre guillemets, l'onde, la FID, il la réfléchit avec une amplitude bien déterminée, selon le nombre de protons situés dans le corps. Donc, l'onde, elle a une amplitude qui est faible, et elle va faire le parcours de 20 ou 30 cm, donc elle va perdre en intensité davantage. Donc sur le plan image, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver une image qui est homogène, mais qui est noire. Il y a beaucoup de bruit dans l'image, mais elle est homogène. En tout point, la brillance, elle est homogène. Alors que pour les antennes de surface, qu'on utilise assez souvent, donc l'antenne corps, on l'utilise en pratique que pour l'émission, on ne l'utilise pas pour la réception. Hein. Okay? On l'utilise pour la réception quand on n'a pas d'antenne de surface. Les antennes de surface, on est obligé de passer par l'antenne corps. Alors, pour l'antenne de surface, comme son nom l'indique, c'est une antenne de surface. On la place près de la zone à explorer. Par exemple, dans ce cas, on va faire une IRM hépatique, on place une antenne dorso au-dessus de l'abdomen. Quel est l'avantage? L'avantage, c'est que l'antenne, elle est très proche de la zone à explorer. Donc le rapport signal sur bruit, il va être très élevé. Donc l'onde, quand elle sort du patient, elle trouve directement l'antenne. Donc l'antenne, elle est très proche. Et donc, on aura beaucoup de signal sur notre image. Mais l'image, elle est peu homogène. Pourquoi elle est peu homogène? Parce que là, les antennes, sont des antennes, ce qu'on appelle des antennes en réseau phasé. Des antennes en réseau phasé. Antenne en réseau phasé, c'est-à-dire elle contient des éléments d'antenne. Des éléments d'antenne, je vous explique. Voilà. Imaginez que ça c'est une antenne. Voilà. Ça c'est l'antenne. Elle contient un élément, 2, 3, 4, 5 et 6 éléments. Imaginez qu'on a une zone ici, par exemple, elle est loin de cet élément d'antenne, alors qu'une zone explorée ici, elle est très proche de l'élément d'antenne. Donc, qu'est-ce qui va se passer ici? Ici,
on aura un rapport signal sur bruit qui est élevé, alors que ici, puisqu'elle est très loin de l'élément d'antenne, on aura un rapport signal sur bruit qui est très faible. Ok? Là, l'exemple type, les étudiants, c'est quoi? C'est une salle de réunion où il n'y a pas un projecteur, mais il y a des spots. Avec 6 spots, par exemple, تحت spot, باش يكون عندك l'éclairage l'éclairage il est de bonne qualité. Donc on aura quoi? On aura cette zone qui est bien éclairée, cette zone bien éclairée, cette zone bien éclairée, alors que cette zone là, voyez, elle n'est pas bien éclairée. Une image qui est peu homogène. Ok? C'est clair ou là? Oui, c'est clair. Voilà. Donc, les antennes de surface. Pour les antennes de surface avec les nouvelles machines, généralement, on peut coupler plusieurs antennes. Je m'entends l'antenne de surface, quand la hafte déjà, une IRM hépatique, on l'antenne comme côté. Alors, la partie postérieure, elle est l'abdomen, l'abdomen. Voilà. L'antenne, elle va couvrir la partie antérieure du corps. La partie postérieure, elle est couverte par quoi, à votre avis? Par une antenne qui est intégrée dans la table, qui est l'antenne rachis. Ok? Donc, c'est l'antenne torso. Donc, pour faire une IRM hépatique, vous voyez, une IRM hépatique, il faut coupler l'antenne torso antérieure avec l'antenne rachis qui est postérieure pour avoir une image homogène sur le plan antérieur et postérieur. Ok? Pour l'IRM du rachis, généralement, l'antenne elle est intégrée dans la table. Sur les nouvelles machines, la table elle comporte obligatoirement une antenne rachis qui couvre le rachis entier avec la partie postérieure du rachis cervical également. Ok? On peut coupler deux torsos avec le rachis postérieur pour faire une IRM correntier, diffusion correntier par exemple. On peut coupler deux antennes torso antérieures avec le rachis postérieur et une antenne encéphale, antenne tête. Ok? Donc on peut coupler, on peut faire donc un couplage des antennes. Le couplage des antennes et les antennes multi-éléments permettent d'accélérer l'acquisition grâce à ce qu'on appelle l'imagerie parallèle. L'imagerie parallèle, c'est ce qu'on appelle le SENS, ou l'iPad, ou le GRAPPA, tout dépend des constructeurs. Ok? Bon, Inch'Allah, on va un autre séminaire, l'imagerie parallèle. C'est un peu compliqué à expliquer, mais Inch'Allah, nous allons voir, ok? Voilà, donc vous voyez avec l'antenne torso, l'antenne body de façon générale, on a une image qui n'est pas homogène parce que ce sont des éléments, des antennes multi-éléments, ça contient des sous-éléments, des spots, alors que ici l'antenne c'est un seul élément, c'est un projecteur. Ok? Voilà. Ok. Il y a une Oui. question. Donc, c'est l'antenne qui émet les ondes RF 90 et 180. Voilà, c'est l'antenne body. Donc l'antenne body, c'est elle qui émet les ondes. Et l'antenne, في الكا هذا نعاود نرجع لنا هذه elle émet l'onde. L'onde elle est émise sous forme d'une sphère, hein. Elle est émise dans les différentes directions de l'espace. Elle passe dans le corps, elle fait résonner les protons ici. Les protons, au moment de l'arrêt de l'impulsion 90, ils vont se déphaser. Ils vont émettre cette décroissance, cette FID, grâce au déphasage des différents vecteurs jaunes. Et le signal émis par le corps, il va être détecté par l'antenne هذه. L'antenne هذه, elle est réceptrice, وهذه, elle est émettrice, réceptrice. En pratique, on utilise l'émission de cette antenne et la réception par cette antenne. On n'utilise pas cette antenne comme émettrice-réceptrice. Tout d'abord, ça va augmenter le nombre de composants dans l'antenne, ou l'antenne doit les patient. Et secondo, ça ne sert à rien puisque l'antenne
intégrée dans le statif, elle est toujours là. Donc on peut l'utiliser toujours pour l'émission. Ou qui m'a dit comme l'émission, elle se fait avec des puissances qui sont plus ou moins élevées. On peut régler la puissance, on n'a aucun problème. On peut émettre des antennes, des ondes qui sont très puissantes ou elle est très faible. Ok? Donc on n'a pas de problème de signal en émission. En émission, on n'est pas limité. On peut émettre des ondes assez puissantes sans problème pour qu'il atteigne le corps. Sans problème. Ok? Oui, c'est clair. Voilà. Donc, la cage de Faraday, je suppose la cage de Faraday. La cage de Faraday, déjà, le slide, les toilettes en cuivre. Pourquoi en cuivre? Parce que la salle d'IRM, elle est isolée du monde extérieur par la cage de Faraday. La cage de Faraday, ça sert à quoi? Ça sert à éviter l'interférence dans le domaine des ondes radio. Imaginez qu'on a une salle d'IRM ici. Voilà, une salle d'IRM et on a une émission d'une onde radio, par exemple dans le domaine des bandes FM, par exemple Mosaïque FM ou peu importe. Donc les ondes radio, ils peuvent arriver au niveau du statif de l'IRM et donc qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner des images parasites. Ça va donner des images parasites dans l'image. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a protégé la salle d'IRM par une cage de Faraday. C'est quoi une cage de Faraday? Qui met le papier aluminium, le monoprix, c'est un papier en cuivre. On ne le voit pas dans les cloisons. Et comme ça, les ondes radio qui viennent de l'extérieur n'entrent pas dans la salle d'IRM et vice-versa. L'IRM, elle émet des ondes radio. Ils ne peuvent pas sortir de la salle. Et donc, qu'est-ce que ça va entraîner? Ça va entraîner des parasites tout autour de la salle d'IRM. OK? Tout autour de la salle d'IRM, شكون يخدم بالبوند هذيك c'est la bande FM. علاش خاطر احنا l'onde radio qu'on utilise c'est quoi? C'est 64 MHz. هيك ولا 64 MHz, c'est le domaine des ondes radio. Les ondes radio قريب برشا للبوند FM, قريب les signaux utilisés en militaire et par l'allotaxie. Et donc ça peut entraîner des interférences avec le monde extérieur. Et avec Alèche, la salle elle est couverte par du papier en cuivre, un feuillet en cuivre, que ce soit le toit, le plancher, les cloisons, même le vitre, le vitre de l'IRM, il est un peu hétérogène par des filaments de cuivre et il traverse le vitre. Mais il faut faire attention, il n'a aucune action sur le champ magnétique. Une erreur, la cage de Faraday, elle protège contre le champ magnétique. Non, le champ magnétique n'est pas arrêté par la cage de Faraday. Le champ magnétique, il est atténué par des bobines qui contrebalancent le champ magnétique principal qui sont situés sur la périphérie du statif. Voilà. تحبوا نكملوا les contre-indications ولا Comme vous voulez, docteur Messi. Bon. Qui La question oui. dépend de l'environnement en dehors de la salle. C'est docteur Hatem. Il a dit la cage dépend de l'environnement en dehors de la salle, je pense. La cage de Faraday dépend de l'environnement en dehors de la salle. Non, elle dépend de rien du tout. عندك شوف قص البارتاج. Partage, non, ça va, مازال موجود. فاش ما عادش بريزونطاسيون. اي تشوفوا في وحده بيضاء تابلو بلون. لا نشوفوا في الكونتر انديكاسيون. داكور. سامحوني لحظه باش بارتاج هذه ساعه. فوالا شوف
بالنسبه للسال دياغرام عندنا هذه une salle diagramme. Voilà. Avant la mise en place d'une salle diagramme, il y a beaucoup de procédures. Hein. C'est pas comme le scanner, c'est très compliqué dans le sens. Imaginez, ici on a un ascenseur, ici on a un parking avec des voitures. Si on va placer une IRM ici, il faut toute une étude. إذا كان باش تحط l'IRM dans cette direction, c'est le champ magnétique principal, هذا الB0. وهذه par exemple le local technique. Qu'est-ce qui va se passer? أول حاجة, il y a des recommandations. Puisque هذا c'est le B0, c'est l'axe OZ de la machine, c'est l'axe OZ, il doit être à distance de moins 20 mètres par exemple, par rapport à une charge de métaux qui fait par exemple 1,5 tonnes ou plus. Ok? Donc la mise en place d'une salle d'IRM, ça nécessite de voir l'environnement. Est-ce qu'il y a un parking? Est-ce qu'il y a des ascenseurs? Est-ce qu'il y a par exemple le dalle qui contient beaucoup de fer? Ouais, le col, il faut les prendre en considération. Dans ce cas, qui est dans le parking, il faut mettre la salle d'IRM par exemple, comme ça, et le champ magnétique, il doit être dans cette direction. Mais faut moi là. Donc là, c'est la mise en place de la salle, donc la disposition de la salle. Mais la cage de Faraday, c'est très simple. La cage de Faraday, c'est ça. Hein. Donc il faut entourer cette salle par la cage de Faraday et c'est bon. Hein. Elle est bien installée. Ok? Oui. Je pense que c'est bien clair. Monsieur Hatem, si vous voulez, vous pouvez ouvrir votre micro pour étayer votre remarque comme vous voulez. مرحبا. Si jamais on veut rajouter un appareil d'IRM, قوي في الصوت حتى مش نسمع فيك بالكدا. si on veut rajouter un appareil d'IRM, Ouais. ça dit par exemple, Ouais. il y a un sous-sol. Ouais. Sous-sol déjà avec un câble. Sous-sol, garage ou la parking. Voilà, il faut que la carte de Faraday soit sans لا شوف كيما كنت نفسر توا حاتم. La cage de Faraday, elle n'intervient pas dans l'atténuation du champ magnétique. Mais إذا كان في السالة متاعك عندك un sous-sol وعندك une charge معناتها en fer اللي هما les voitures de plus de 1,5 tonnes ou 2 tonnes, ça dépend de la puissance du champ et tout, elle doit être à une distance d'au moins كيما نقولوا 4 mètres ou 5 mètres. Tout dépend de la puissance de la machine. هذا الكل il faut le revoir avec le constructeur. واضح معناتها bien sûr نعطيك l'exemple par exemple في مستير par exemple l'IRM elle est installée في الريد-شوسي لكن ريد-شوسي وتحته باركينج. يبقى تحت الباركينج معناتها تحته سوسول qui n'est pas un parking mais sous-sol اللي نجم يحطوا فيه معناتها الكاس الكل y compris un scanner qui peut faire plus de 1,5 tonnes par exemple. Hein. D'accord, تجي تحطوا انت تحت l'IRM, qu'est-ce qui va se passer? On aura un champ qui est très hétérogène et on aura une image de très mauvaise qualité. هذاك علاش شنو يصير تحت السالة الكلها تسكرت كلوتور ومسكره بالباب. تحت السالة ما يجي حتى شيء في تحت l'IRM ما يجي حتى شيء. اوكي. changer les caractéristiques de la cage de Faraday, ça ne change pas, c'est fixe. لا الكاج دو فاراداي راهي حتى شيء حاتم. سي قلت لك ريت البابي الومنيوم اللي تشريه من المونوبري سي سا سي ان بابي مي سيت فوسي il est en cuivre et n'est pas en aluminium وتغلف به السالة نتاعك كيما تشوف البابي بان باش تغلف به. هذاك هو. لا معناتها لا épaisseur معناتها elle n'est pas épaisse معناتها حتى l'épaisseur معناتها surtout elle n'agit pas
sur l'intensité du champ magnétique, sur le champ magnétique. Elle n'a aucune influence ni sur le champ magnétique, ni sur l'homogénéité du champ. Elle agit seulement comme isolateur RF. Donc elle isole la salle, l'interférence RF. باش معناتها جوهرة FM ما تدخلكش في السالة، وانت في السالة وقت اللي تبعث اون سيكونس سبينيكوتيان ما تخرجش لبرا من السالة هذيك. هذا لو رول دو لا كاج دو فاراداي. Sinon, pour la mise en place des IRM, déjà une anecdote, un centre في صفاقس عنده une salle d'IRM et معناتها كيما نقولوا مكري اللوكال مكري ما حبش يخرج لو راديولوج. شنو عمل مول السالة؟ جاب دي بار دو فير ما نعرفش قداش من طرنات وحطهم له قدام السالة. Et comme ça, on aura un champ qui n'est pas homogène du tout et la machine, elle ne donne pas des images de bonne qualité. Voilà. Merci, M. Hatem, pour votre intervention. Veuillez, s'il vous plaît, fermer votre micro. Ben, يظل أسامة يظل ينخفوا لنا. Est-ce qu'on s'arrête ou on continue? يظل on s'arrête ونبداو في les contre-indications إن شاء الله. كيما قلت لكم اسكو تحبوا غدوة والا نبداو ديمانش سي كوم فو فولي. يعني جو بريفير ما نعرفش هو النومبر دو بارتيسيبون الحقيقة ما نعرفش حتى قداش راهو المرة دي. Je pense qu'on n'a pas arrivé au 100. 65 ولا راح نقعدنا بالزوم خير. باهي. حاسيلو فوالا دونك نخليو يذولي ديمانش و اون ليس لو طون للجماعه كيما نقولوا اللي يحبوا اون بارطاج الوحدات هذو معناتها السيونس الاولى والسيونس الثانيه ومن بعد يوليو يحضروا في السيونس الثالثه ان شاء الله. دونك اون ريبرون ديمانش ان شاء الله. اوكي ميرسي بوكو. فوالا اوكي يعطيكم الصحه.